Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur Monaco Info pour une nouvelle édition. Au sommaire, aujourd'hui il s'appelle le Vitamar 3, c'est le nouveau navire de la direction des affaires maritimes. Nous vous le présenterons dans ce journal avant de revenir sur ses missions avec notre première invitée, Armelle Roudot-Lafont. C'est la rentrée culturelle au nouveau musée national de Monaco. La Villa Sauber accueille dès demain Artifice instable, histoire de céramique. Cette première exposition post-Covid met notamment en lumière l'histoire méconnue de la céramique en principauté. Nous en parlerons justement avec le commissaire invité de cette exposition, Cristiano Raimondi. Dans ce journal également, pourquoi les tunnels de Monaco sont parfois fermés la nuit. Vanessa Dessy vous apportera des éléments de réponse. Mais avant cela, retour sur le baptême du Vitamar 3. Avant de parler des missions de ce nouveau navire avec Armelle Roudot-Lafont, le directeur des affaires maritimes, Sandrine Nègre vous dévoile ses caractéristiques techniques. Un reportage réalisé avec Orazio Gaggino. Un peu moins de 15 mètres de longueur, près de 5 mètres de largeur, un tirant d'eau d'1,40 m maximum, vitesse maximale 15 nœuds, 13 pour la vitesse de croisière et une capacité passagère de 12 personnes. Le Vitamar 3 est un nouveau navire construit en 2019 et qui dispose des derniers éléments utiles en mer à la direction des affaires maritimes. C'est un navire multifonction, donc équipé notamment d'une grue à l'arrière, d'un canon incendie sur le toit. On a une échelle perroquet quand on a quai des plongeurs, que ce soit pour nous personnellement ou pour des entreprises extérieures. Ensuite, on a un pont assez imposant pour pouvoir, en cas de pollution, accueillir un bac de rangement avec tous les barrages anti-pollution qu'on a en notre possession du côté de la digue semi-flottante. Des caractéristiques techniques qui ont déjà permis à ce monocoque aluminium de mener plusieurs actions. On a du déchargement et du chargement de matériel, donc équipé avec cette grue-là. Il n'y a pas longtemps, on a eu une opération au niveau du larvoto en fait, par rapport au chantier d'extension en mer, où il y avait des pièges à sédiments qui avaient été installés, et du coup on a pu les sortir à l'aide de plongeurs et de la grue qui est sur le navire. Le Vitamar 3 vient ainsi compléter une flotte composée de 2 semi-rigides, la Sainte-Dévote 2 et le Corallium 2, acquis en 2014. La direction des affaires maritimes qui étoffe donc sa flotte avec l'arrivée du Vitamar 3. Bonsoir Armelle Roudot-Lafont. Bonsoir. On vient de découvrir le Vitamar 3 dans le reportage de Sandrine Nègre. Il était important que vous vous dotiez de ce nouvel outil ? Oui, il était important surtout que l'on remplace un outil préexistant qui avait 25 ans et qui n'était plus tout à fait à jour de nos besoins et de nos missions. Donc nous sommes ravis depuis le début de l'année d'avoir pu acquérir cette nouvelle unité de travail pour les affaires maritimes. Alors quelles seront ses missions en mer ? Alors ces missions sont les mêmes missions que son prédécesseur, mais il pourra aller beaucoup plus loin, à savoir d'une part la lutte anti-pollution maritime, l'entretien du balisage, le transport de plongée, les prélèvements scientifiques pour notre propre compte et pour le compte d'autres institutions, et la participation aux travaux maritimes et aussi un peu de police en mer. Il va être grandement sollicité alors ? Alors non seulement il va être grandement sollicité, mais il est déjà sollicité parce qu'on a un petit peu bravé la tradition. Et ce bateau qui est arrivé dans notre flotte en début d'année et qui devait être béni au mois d'avril, Covid oblige, on a dû décaler la cérémonie, mais on a commencé à l'utiliser depuis le mois de mai. Donc il est déjà grandement utilisé et je suis certain que beaucoup connaissent déjà son allure sur l'eau. Alors justement, plus globalement, puisqu'on parle de mission, quelles sont les missions de la direction des affaires maritimes, ses responsabilités ? On a des missions qui sont d'ordre juridique puisqu'on a toute la partie réglementation maritime, tenue du pavillon monégasque. Après, nous avons des compétences techniques qui sont l'entretien du littoral, l'entretien du balisage, la tutelle de la société d'exploitation des ports. Et enfin, une mission opérationnelle, c'est ce qui concerne la police en mer, que l'on partage avec la division de la police aéroportuaire, et également la lutte anti-pollution maritime quand c'est nécessaire. Et par ailleurs, on prête notre concours aux institutions comme l'Association pour la protection de la nature ou la Fondation Albert II et la Direction de l'environnement pour des prélèvements scientifiques chaque fois que de besoin. Comment vous l'avez vécu cette période de confinement, cette période de crise sanitaire ?
Eh bien, on a eu plusieurs phases. D'abord, pendant le confinement, on a été extrêmement sollicité. On avait créé une sorte de petite cellule de crise au sein de la direction, on était 2, et on était très sollicité par les propriétaires de navires, par les marins eux-mêmes, par la capitainerie, pour savoir comment traiter l'arrivée de bateaux, comment traiter les marins. Et on a beaucoup travaillé avec la cellule Covid-19 et la division de la police maritime. Donc très dense pendant le confinement. Dense aussi au début du déconfinement, très lent pendant la période estivale parce que beaucoup moins d'activités maritimes, beaucoup moins d'événementiels sur lesquels on intervient pour faire de la police. Et là, depuis le mois de septembre, c'est reparti, je dirais quasiment comme avant en termes de densité parce qu'on réapprend à vivre avec le Covid-19, en termes d'activité maritime, en termes de petits événementiels. Et puis tous nos déplacements à l'étranger sont remplacés par des réunions sous format numérique qui finalement nous occupent beaucoup aussi. Donc beaucoup de temps différents. Et là, on reprend une vitesse de croisière plus traditionnelle. Parfait. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Et je vous en prie, merci beaucoup. Dans le reste de l'actualité en principauté, le ministre d'État poursuit sa prise de contact avec les institutions monégasques. Frédéric Hélion. Oui, ce matin, Pierre Dartout a rencontré le maire Georges Marsan, entouré de Camille Svara, premier adjoint, et de Marjorie Crovetto, deuxième adjoint, pour une présentation des services de la mairie, police municipale, sociale, état civil et nationalité, sans oublier une visite de la salle des mariages et de la salle du conseil. Le ministre s'est également entretenu longuement avec le maire et ses adjoints dans le but de poursuivre la pleine collaboration du gouvernement princier avec l'institution communale. Une information à présent concernant la sécurité informatique en principauté. Oui, l'agence monégasque de sécurité numérique constate une vague d'attaques sans précédent sur la principauté par le code malveillant Emotet, observé pour la première fois mi-2014 en tant que cheval de Troie bancaire. Emotet a évolué pour devenir un cheval de Troie modulaire. Ces différents modules actuels lui permettent de récupérer les mots de passe stockés sur un système, un navigateur ou une boîte mail, ou encore de dérober la liste de contacts, le contenu et les pièces jointes attachées à des courriels. La MSN recommande la plus grande vigilance. Pour plus d'informations, vous pouvez aller sur le site amsn.gouv.mc. On passe à l'accréditation du nouveau représentant de Monaco auprès des organisations œuvrant dans le domaine du nucléaire à Vienne. Oui, Frédéric Labarrère a remis à Raphaël Mariano Grossi, le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique, ses lettres de nomination en qualité de représentant de la principauté de Monaco. La cérémonie s'est déroulée en Autriche, à Vienne, le 9 septembre. À l'issue de celle-ci, un entretien privé où le directeur général de l'AIEA a souligné le rôle de Monaco au sein de l'agence, notamment grâce à la présence sur le territoire monégasque du laboratoire d'études de l'environnement marin de l'agence, qui fêtera ses 60 ans en 2021. Et on termine par du sport. En basket, Monaco a remporté son dernier match amical en Allemagne. Oui, après une défaite de 7 points face au Bayern Munich et un revers après une double prolongation contre Ulm, la Rocket Team a remporté son dernier match de préparation face à Bamberg, 85-79, malgré les absences de JJ O'Brien et Willy Eguete. Pour sa première sortie avec le maillot monégasque sur les épaules, Kadim Carrington a montré toute l'étendue de son talent, avec 16 points à 4 sur 5 à 3 points, 9 rebonds et 5 passes décisives. Monaco a encore une semaine pour peaufiner sa préparation avant le premier match de Jeep Elite et la réception de Levallois mercredi prochain. Et demain, nous recevrons Zvezdan Mitrovic, le coach de la Rocket Team, pour aborder ensemble le début de saison. Passons à cette exposition qui ouvre ses portes demain au nouveau Musée national de Monaco. Elle s'appelle Artifice instable, histoire de céramique. Et pour en parler, nous sommes avec le commissaire invité de l'exposition. Bonsoir Cristiano Raimondi. Bonsoir. C'est la première exposition post-Covid à la Villa Saubert. J'imagine que c'est un grand soulagement de pouvoir la présenter. Oui, absolument. Mais surtout, c'est une des peu d'expositions qui ouvre dans le monde entier, si je peux me permettre de dire ça. C'est un soulagement car ça a été assez complexe, mais en même temps, ça a ouvert à des défis qui, je pense, feront partie des défis du futur, les challenges du futur. C'est-à-dire que, bien évidemment, beaucoup de programmes et de pièces et d'artistes même qui étaient invités, ils n'ont pas pu être présents.
Et donc, j'ai dû changer les projets plusieurs fois. Donc, c'était une germination, disons, longue, mais ça a ouvert à d'autres possibilités. Je pense qu'aujourd'hui, l'exposition, elle est parfaite telle qu'elle est. Donc, je remercie le Covid. Pourquoi avoir choisi tout d'abord de faire un coup de projecteur sur la céramique? L'histoire de Monte Carlo est extrêmement connectée à celle de la céramique, même avant de celle de Valoris à la céramique. Donc je pense que c'est fondamental aujourd'hui comprendre, connaître et savoir que Monte Carlo et l'histoire bien évidemment connectée à la Société des Bains de Mer, donc François Blanc et Marie Blanc, ça a été connecté à l'histoire de la céramique et de la poterie, donc la poterie artistique de Monaco. Voilà, c'est ça à ce que vous faites référence. Vous faites référence aux poteries artistiques de Monaco, créées sous l'impulsion des époux blancs qui eux-mêmes ont créé la Société des Bains de Mer. La Société artistique et industrielle de Monaco a été créée, pensée par Marie Blanc, qui était l'épouse de François Blanc. D'ailleurs, Marie Blanc et François Blanc, ils ont construit la Villa Saubert où on se trouve aujourd'hui. Et tout ça, ça a été pensé en vision d'une présentation de la Principauté de Monaco à la Grande Exposition universelle de 1873 à Vienne. Ça donnait la possibilité à Monaco d'être présent en tant que pays et donc de promouvoir aussi un atout, disons, touristique avant littéram. Donc la promotion des casinos, des hôtels et de la villégiature. On ne se doute pas du rôle de la céramique, du coup, dans toutes ces relations. Monaco, elle était en train de développer une architecture assez flamboyante. La Villa Saubert, d'ailleurs, c'est un exemple assez clair. Après d'autres immeubles qui encore, heureusement, résistent à Monaco. C'était aussi la céramique, cette céramique riche, extrêmement décorée, cet retour à la nature qui était propre du 19e siècle. Ça s'est représenté aussi dans l'architecture. 120 pièces sont présentées à la Villa Saubert, des œuvres de Picasso, du monégasque Alberdiato. On découvre que la céramique a elle aussi connu différents courants artistiques. C'est-à-dire que la céramique, elle a toujours participé à la création artistique, mais c'est vrai que j'ai voulu intégrer une salle, qui d'ailleurs c'est presque le début de l'exposition, une salle avec des pièces exceptionnelles de Picasso. Les artistes de l'époque, ils voient que l'artiste le plus connu du moment, la grande star, travaille la céramique. Finalement, Picasso a libéré la matière et l'a élevée au rang de matière noble pour les arts. Et puis il y a des artistes plus récents, de jeunes artistes comme Brian Rochefort ou Aaron Angel, qui eux utilisent deux techniques bien différentes. Tout artiste céramiste, toute céramiste, sont tous des inventeurs. Donc pour moi, ce qui est important aussi, c'est montrer que la céramique, ce n'est pas seulement l'objet final, mais c'est tout un processus assez mystérieux, même pour l'artiste même, c'est-à-dire qu'on ne sait jamais qu'est-ce que ça sort du four. Merci beaucoup Cristiano Raimondi d'avoir été avec nous pour faire le point sur cette exposition à découvrir dès demain. Oui, dès demain, et je pense que le public, ça mérite, ça vaut la peine pour le public, soit international, soit local, soit vraiment le public monégasque, de voir finalement les origines un peu de leur propre culture et aussi de leur propre environnement, leur architecture et tout ça. Je pense que c'est une exposition que ça va leur faire découvrir une partie aussi de l'histoire de Monaco. Oui, mais fondamental. On le voit. Merci beaucoup Cristiano d'avoir été avec nous. Merci. Au revoir. Un mot à présent sur le centre de dépistage PCR mis en place du côté de Fontvieille. Petit rappel concernant les horaires et autres modalités pour s'y présenter. Avec vous, Frédéric Hélion. Oui, le centre se situe à Fontvieille, à l'espace Léo Ferré, et est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 16h. Pour rappel, seules les personnes symptomatiques ou contacts peuvent être prises en charge au centre. Une prescription médicale est obligatoire. La prise de rendez-vous est indispensable et se fait par téléphone au 92 05 55 00. Le patient ou son médecin peut prendre rendez-vous. Seul un test PCR est effectué sur place. La capacité de prélèvement est de 400 par semaine pour des tests PCR qui sont entièrement gratuits et pris en charge. Parlons musique, la saison 2020-2021 de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo est lancée. Oui, elle débutera avec un hommage à Beethoven. 3 soirées seront dédiées au compositeur allemand.
le concert d'ouverture dimanche au Grimaldi Forum et les 25 et 27 septembre à l'Auditorium Régnier 3. Cette saison, le piano sera particulièrement à l'honneur avec en point d'orgue Martha Argerich à Monaco le 24 octobre avec du Prokofiev et du Stravinsky au programme. Vous pouvez retrouver toute la programmation sur le site de l'OPMC. Nous vous emmenons dans les secrets des tunnels de Monaco à présent. Route barrée, tunnels fermés, déviations, c'est souvent la nuit, alors que la circulation est moindre, que sont effectués des travaux d'entretien, des interventions nécessaires pour garantir un trafic fluide en journée. Dans les coulisses de ces travaux de l'ombre, c'est un Focus Info signé Vanessa Dessy. Il est fréquent d'apercevoir ce type de signalisation à la nuit tombée en principauté. Afin de réduire l'impact sur le trafic, à partir de 21 h, les tunnels doivent régulièrement être fermés dans le but d'effectuer des travaux de maintenance. Ces interventions permettent ainsi de conserver les équipements en état de fonctionnement optimal. Les barrières elles peuvent être fermées pour deux raisons, soit quand il y a un incident ou un accident, soit pour des opérations programmées, de la maintenance, comme ce soir. De manière générale, on va trouver dans des tunnels des installations réglementaires, telles que des barrières pour assurer le contrôle au niveau du tunnel, le contrôle des accès. On va également trouver des caméras pour la surveillance du trafic. On peut aussi trouver des bornes d'appel d'urgence ou des systèmes d'extraction des fumées. L'entretien et la disponibilité de toutes ces installations soient maximum parce qu'elles conditionnent à la fois la sécurité de l'ouvrage et la sécurité des usagers. Tous les travaux sont possibles grâce au centre intégré de la gestion de la mobilité. Équipé de caméras qui quadrillent le territoire, le CIGM travaille de concert avec les forces de l'ordre. En plein cœur du tunnel Albert II, des bornes d'appel d'urgence sont installées au sein de niches de sécurité tous les 50 mètres. Ces dernières demandent un entretien régulier. L'intervention, elle consiste à vérifier que toutes les bornes d'appel d'urgence fonctionnent. Quand on fait le test avec le CIGM, on le voit de suite si elle fonctionne ou si elle ne fonctionne pas. Si elle ne fonctionne pas, on fait appel, on a un service qui intervient pour faire le dépannage. Si ce n'est pas possible, si c'est une très grosse panne, on ferme juste cet abri. S'il y a 2 bornes consécutives qui sont fermées, là, il faut absolument intervenir et faire le dépannage. Le marquage au sol et les parois sont essentiels à la bonne visibilité des automobilistes. Et même si le tunnel Albert II est récent, les peintures doivent être entretenues minutieusement. On intervient pour réparer en fait tout le linéaire droit du tunnel sur les décollements de peinture et les réparations de fissures au droit de chaque élément préfabriqué. Donc on reprend, on décolle les parties décollées, on remastique et on repeint pour réparer. La dépose des moteurs constitue la phase d'entretien la plus importante. Tous les 3 ans, les équipes vérifient si aucune anomalie est constatée du côté de l'ancrage et du fonctionnement en général. Si tout est conforme, on procède à la remise en état. Ces moteurs-là ont une particularité, ils sont primordiaux au fonctionnement au cas d'incendie ou de dégagement de fortes fumées. C'est pour cela qu'on donne une particularité et une veillance vraiment particulière à cette opération-là. Elle reste exceptionnelle, mais elle est capitale au fonctionnement du tunnel. Le local de désenfumage fonctionne de pair avec ses moteurs et en cas d'incendie, les fumées peuvent être évacuées rapidement vers l'extérieur. Elles permettent juste d'avoir un brassage qui fait de l'aspiration de la zone sinistrée vers les extérieurs pour pouvoir, dans un endroit plus ouvert où la fumée n'aura moins d'impact que dans une zone cloisonnée comme le tunnel peut l'être. Chaque zone dans un tunnel présente ses propres exigences en termes de conception lumière. L'éclairage doit offrir un certain niveau de performance. C'est pourquoi la maintenance de l'ouvrage est surtout préventive. Il est l'heure de passer aux prévisions météo. Quelle est la tendance pour la journée de vendredi, Frédéric ? L'été joue les prolongations, Émilie, avec une très belle journée de prévue vendredi. Aucun nuage dans le ciel, un grand soleil, peu de vent et des températures très agréables pour la saison. 22 degrés le matin et 27 l'après-midi. L'eau sera à 24. Le soleil se lèvera à 7h12 pour se coucher à 19h36. Vendredi 18 septembre, nous fêterons les Nadèges.
Et vous venez de le dire Frédéric, l'été joue les prolongations, transat, parasol, kiosque. Alors que la plage du Larvoto a fermé ses portes le week-end dernier, la promenade Casiraghi et son solarium ont été aménagés pour profiter encore des beaux jours. Un espace agréable, illustré ce soir avec les photos de Stéphane Dana. On se retrouve demain pour une nouvelle édition sur Monaco Info.